Bienvenue sur Affront Info 243 de partout où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. Cela fait 3 mois jour pour jour depuis que la cité frontalière de Bunagana est occupée par la rébellion du M23. Les autorités militaires dans la province du Nord Kivu rassurent de la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à récupérer cette partie du territoire national congolais. Pendant ces temps, les réactions fusent de partout en province au sujet de la crise sécuritaire qui se généralise dans le Nord Kivu. Nous avons eu un entretien exclusif avec le député Kakule Sassita, élu de la province du Nord Kivu. Kakule Sassita, bonjour. Et bonjour, messieurs de la presse. Je rappelle que vous êtes député provincial au Nord Kivu. Cela fait 3 mois depuis que la cité frontalière de Bunagana, dans le Rutshuru, est occupée par la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda. Est-ce que vous restez convaincu que les FARDC vont récupérer cette cité qui est stratégique? Nous ne croyons pas qu'il y ait un seul Congolais qui puisse accepter qu'un seul centimètre de la République démocratique du Congo soit confisqué par un quelconque autre pays voisin soit-il. Mais aussi ce qui nous convainc, c'est que depuis tout ce temps, la population congolaise, à commencer même par celle de Bunagana, nous avons vu à Goma comment les gens se sont mobilisés pour soutenir les FARDC lorsque les hostilités avaient commencé et lorsque les FARDC avaient pris l'engagement de refouler CM23. Ce qui paraît décevoir la population congolaise, en général, et celle du Nord Kivu en particulier, c'est la trêve constatée pendant plus d'1 mois sans que les FARDC n'attaquent l'M23, pourtant qui occupe un certain nombre de localités du territoire de Rutshuru, c'est-à-dire de la République démocratique du Congo. Et lorsque cette accalmie est constatée, des questionnements surgissent. On se pose la question, c'est puisqu'il y a des négociations de pourparlers d'ordre diplomatique que les FARDC ne prennent plus les armes contre les M23, ou c'est puisque les FARDC se sont retrouvés dans une position de faiblesse, ou c'est puisqu'il faut d'abord un ravitaillement, et le silence que prend le gouvernement congolais face à cet état de choses fait planer les doutes sur l'assurance. Et la population qui était pourtant très engagée pour soutenir les FARDC, puisque nous avons vu même de ces citoyens qui avaient même pris le courage d'apporter de l'eau à boire aux militaires au front. Aujourd'hui, cette population semble être déçue des attitudes du gouvernement face aux rebelles M23. Mais en même temps, puisque la situation sécuritaire du Nord Kivu en général n'est pas seulement limité à ce que nous constatons à Bunagana ou à Rutshuru. En même temps, à Beni, nous constatons que ces prétendus ADF ne cessent de continuer leur sale besogne, en train d'égorger, en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire, de tuer les gens dans cette région, tout comme ceux de l'Ituri, c'est-à-dire les Codeco, et aussi continuer leur sale besogne. Et de toute cette globalité de la question relative à la sécurité, les victimes, c'est-à-dire la population, ne cessent de voir des mauvais yeux le gouvernement congolais, les FARDC. Et lorsque une situation de ce genre surgisse, ça fait peur, puisque si la population n'a plus confiance aux militaires au front, c'est rare que les militaires gagnent le front, gagnent la guerre lorsqu'ils ont perdu la confiance de la population, puisqu'il s'est avéré que la population contribue à une part importante lorsque une guerre est annoncée, lorsque des attaques, des hostilités sont engagées entre un gouvernement et un autre, ou bien entre un gouvernement et un groupe armé.
L'option politique, diplomatique n'avance pas jusque-là, mais l'option militaire aussi est bloquée parce qu'il y a des populations sur place qui sont restées à Bunagana et dans d'autres localités, de Boueza et Jomba. Vous ne pensez pas que c'est cet état de choses qui fait que les FARDC n'attaquent pas parce qu'elles ne disposent pas d'une force dissuasive? Parce que déjà, il y a une partie du territoire congolais qui est attaquée, il y a les populations qui sont là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une bonne stratégie de privilégier l'option diplomatique et politique plutôt que militaire pour ne pas... Ce que nous fustigeons à grande partie dans tout ça, c'est l'absence de communication. Si c'est la voie diplomatique qui a été préférée par le gouvernement pour telle ou telle autre raison, ok, que la population qui pourtant était très engagée pour soutenir les FARDC soit informée de façon très claire par les institutions habilitées pour que celle-ci soit aussi moralement outillée par rapport à cette négociation, puisque faut reconnaître, même si c'est aussi la négociation, la voie diplomatique qui puisse être la solution la meilleure pour mettre fin à un conflit, il faut savoir que même là, la population peut jouer un rôle important pour soutenir encore une fois ceux-là qui sont appelés à aller dans les pourparlers diplomatiques. La population a un rôle à jouer. Mais lorsque le gouvernement s'éteint et que rien ne passe comme communication, ce qui doit se dessiner, c'est le suspense, les doutes, la suspicion. Et avec ça, la population, lorsqu'elle est laissée dans l'embarras, dans une situation où on ne sait qu'est-ce qu'il y aura, d'abord qu'est-ce qui s'est fait maintenant, pendant presque 2 mois, rien ne bouge. S'il surgit quelque chose de bon de ce silence-là, ok, la population dira c'est bon, puisque ce que la population veut, c'est la paix, la quiétude. Mais s'il surgit quelque chose de mal, la population sera beaucoup plus agressive à l'égard de nos forces loyalistes, puisque la population comprendra que tout ce temps de silence a été mis à jeu pour planifier le mal contre le Congo. Et celui qui se tue, celui qui avait ce pouvoir, ces prérogatives de communiquer, lorsqu'il se tue, c'est qu'il a placé la population dans un silence pour permettre à ce que le pire arrive. Et là, ça sera beaucoup plus dangereux que lorsque la population aurait dû être en train d'être informée de l'évolution de la situation. Voilà, quand vous parlez de l'évolution, il y a quand même quelques avancées pour parler de ces démarches diplomatiques, parce que le ministre Christophe Lutundula a précisé que dans le cadre de la force régionale qui sera déployée, dont d'ailleurs une partie est déjà sur le sol congolais, le contingent burundais et le contingent ougandais, il a été précisé que c'est le Kenya, c'est le contingent Kenya qui va être déployé dans le territoire de Rutshuru. C'est notamment pour neutraliser le M23. Est-ce que vous attendez quelque chose de cette démarche? Nous avons vu ce qu'on appelle les forces régionales. La CIRGL avait déployé, la Tanzanie, à un moment, elle avait déployé, les Nations Unies ont déployé. Mais à dépit de tout ce déploiement, à quoi est-ce que nous sommes arrivés? Voici environ 22 ans. Cette fois-ci, c'est la bonne peut-être? La bonne pour ceux qui croient aujourd'hui, pour ceux qui continuent à croire au discours. C'est dont la population de Béni a besoin. Est-ce que c'est encore des discours, des promesses? C'est dont la population de Rutshuru a besoin. Celle-là qui est en train de recevoir les déplacés qui nous viennent de Bunagana. Cette population de Goma qui est en train de recevoir les déplacés qui nous viennent de Bunagana. Cette population de Bunagana qui est maintenant dans des camps de réfugiés à Ouganda et qui à un certain moment sont en train d'être expulsés de l'Ouganda. Est-ce que ceux-là, tous ceux-là, assez ajoutés ceux de Béni, ceux de Litour, ont encore besoin de discours et de promesses? N'est-ce pas que ce que cette population attend, c'est la réalisation, la pratique, c'est-à-dire la mise en œuvre de ce que l'on a comme stratégie. Et que cette mise en œuvre soit effective dans la pacification de la région. Mais s'il faut continuer à
aujourd'hui à nourrir la population de beaucoup de promesses, alors que depuis tout ce temps, elle a été attentive à toutes ces promesses. Je ne crois pas qu'il y ait une seule autorité qui viendra encore avec des promesses et qui serait attendue. Voilà. Et donc l'autorité suprême de l'État devrait aujourd'hui comprendre que si elle a échoué et si les stratégies sont épuisées, qu'elle accepte qu'elle a échoué. Mais continuer à tromper les gens, ça risque d'énerver beaucoup plus cette population longtemps meurtrie et fatiguée pour qu'un jour des humiliations puissent surgir. Nous l'avons vécu récemment, à 2015, 2016, 2017. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu que la population a fait de l'autorité de l'État, et à Béni, à Goma et ailleurs? Faudrait-il que demain ou après-demain, on revienne à ce scénario très humiliant? Je ne crois pas que ce soit le souhait même de la population. Et donc, j'imagine que l'autorité de l'État devrait beaucoup plus peaufiner la stratégie. Et c'est ce que je viens de dire d'ailleurs. Si cette autorité s'était pour que la paix soit annoncée demain ou après-demain, tant mieux. Mais si la paix ne vient pas et que ces différentes forces covantes encore reviennent avec des faiblesses. À Bunagana aujourd'hui, le M23 a déjà installé une administration rebelle qui perçoit même des taxes selon nos sources dans la région. Il y a beaucoup de cas de violations des droits de l'homme qui sont signalés. Alors la situation humanitaire aussi, il y a une crise humanitaire qui demeure en tout cas préoccupante dans la région. Vous avez quelle proposition aux autorités congolaises aujourd'hui pour décompter d'abord cette crise humanitaire? Les propositions, nous les avons émises et ça plaint. Mais à quelle autorité on a adressé ces propositions? Est-ce que l'autorité en question a été attentive à ces propositions de pistes de solutions? Faut-il encore une fois qu'on y revienne? Je crois que cette autorité qui, je dirais généralement, elle brille par la faiblesse face à la question sécuritaire du Nord Kivu et de l'Ituri. En tout cas, je ne crois pas qu'elle soit encore prête à dire que nous allons lui proposer des pistes de solutions. Ce que j'ai dit, les pistes de solutions sont sur sa table. Et les populations locales, à partir de Bunia, je ne sais d'où, cette population a été en face de toutes les autorités possibles. Nous avons vu le Premier ministre arriver à Goma, il a fait le tour pour évaluer la prétendue, disons ce qu'on appelle l'état de siège. Et cette population qui a pris contact avec ce Premier ministre doivent lui avoir parlé. Même nous les députés, nous lui avons parlé. Et pour vous, quelle est la priorité actuelle? Le ministre de l'Intérieur, en charge des affaires intérieures, est passé récemment ici. Nous lui avons parlé, la société civile lui a parlé, toutes les couches de la société civile lui ont parlé. Et les pistes de solutions ont été émises. Le chef de l'État, plus de 2 reprises, a été dans ce village, dans cette ville, dans cette province. Il a même promis séjourner ici jusqu'à ce que la paix revienne. Il est rentré avec, dans sa valise, un temps de pistes de solutions. Faut-il encore aujourd'hui qu'on lui dise quelles autres pistes de solutions qui peut-être vont l'intéresser pour qu'il puisse les mettre en application? Et nous voudrions aussi rappeler que la situation que nous traversons à province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo en général, c'est une situation qui devait donner à tous les habitants, généralement les victimes, c'est-à-dire les habitants de l'Est, qui devaient leur donner la valeur de l'autorité de l'État en République démocratique du Congo. Pourquoi tout est gouvernement? C'est aussi un questionnement. Peut laisser 2 ou 3 localités, s'il faut parler des localités à terme anciennes. C'est à moyenne 6 localités. 6 localités, pour ne pas dire que ce n'est pas
toute la chefferie de Bouicha. Ce n'est que, je m'imagine, 2 groupements qui sont affectés. Évidemment. Sur les 7, 2 groupements. Pourquoi le gouvernement congolais peut-il laisser que des gens, je ne sais, on a toujours parlé de 150 ou 200 individus, puissent imposer une administration parallèle dans ces 2 groupements? Est-ce que vraiment le gouvernement manque une stratégie pour que même s'il faut négocier, que ces gens soient d'abord mis à côté? Et comment la population va-t-elle encore continuer à mettre la confiance dans ces autorités, dans ces gouvernements? Et donc c'est difficile. Et on peut que, pour moi, je ne voudrais plus que l'on nous demande quelles sont les pistes de solution. La seule chose que je puisse dire aujourd'hui, après toutes ces rencontres que nous avons eu à faire avec toutes les autorités de l'État possibles, c'est de les renvoyer à ce que nous avons proposé. Vous savez une chose, et c'est aussi ça, une faiblesse de l'autorité de l'État. Lorsque une autorité provinciale arrive à la province et qu'elle dise à certains notables de la province que vous serez considérés à second lieu. Voyez, comme on le dit souvent, l'orgueil, c'est le début de la chute. Quelqu'un vient très orgueilleux, gouverneur des provinces soit-il, il veut gagner quelle guerre lorsqu'il manifeste un orgueil devant la population qui devait l'aider. Il ne doit qu'aboutir à pareil résultat. Ou alors, faut-il conclure qu'il est venu avec un plan de pérenniser les sécurités. C'est pourquoi il n'a pas voulu collaborer. Donc, des difficultés, même sur le plan organisationnel, et de façon très facilement visible à l'œil nu, il faut être que à l'allure où vont les choses, il est difficile de croire que la paix arrive demain. Mais faut-il que la population elle-même, c'est peut-être mes faiblesses, mais laissez-moi que je sois que j'agisse de cette manière. Vous savez une chose, c'est souvent ce que nous reprochons à certains d'entre ceux qui nous visitent. Nous qui avons subi ces affres de l'insécurité, à un certain moment, certains discours, nous les tenons comme des pleurs. Et je ne crois pas qu'au Nord Kivu, hier, un seul individu qui me dira qu'il n'a jamais enterré un de ses parents, un de ses frères, un de ses alliés, un de ses amis, à la suite de ces Kasuku, 40 voleurs, Bunagana, ADF, FDLR et consorts. Et à celui-là, faut-il commencer à lui dire non, tu es pessimiste, tu es ceci. Quelqu'un qui revient de cimetière, après avoir enterré, vous lui demandez d'être très optimiste. Je ne crois pas que ça soit un bon discours. C'est-à-dire, aujourd'hui, la situation, et peut-être que vous ne savez pas ce qui se vit dans nos territoires. Vous ne savez pas comment les populations de Lubero, de Beni, de Walikale, de Masisi souffrent. Que lorsque vous voulez aller aujourd'hui dans ton champ, on te demande de payer un jeton. Dans ton champ, tu es villageois, tu habites le village, tu ne reviens même pas de la ville. Lorsqu'il faut quitter ta résidence là, à Nyabiondo, pour aller dans un champ à moins de 5 km, on te demande de payer un jeton. Le jour où tu vas quitter le village pour aller sur une autre colline, pour aller récolter tes maïs, on te demande de payer un jeton. Voyez ce que ça peut peser. Ça pèse sur la population. Et celui qui fait payer le jeton ici, c'est un membre des groupes armés. Là, c'est un autre membre des groupes armés. De l'autre côté, c'est la police qui fait payer le jeton. D'un autre côté aussi, c'est peut-être les FARDC. Et le pays, faut-il dire qu'il est encore sous le contrôle de l'autorité lorsque chacun se fait la loi là où il est. Parce que c'est le constat général dans nos villages. Et c'est pourquoi j'ai dit, la situation qu'il y a à Bunagana n'est pas seulement la situation de Bunagana, c'est la situation de toute la province du Nord Kivu. Pour nous qui sommes
de la province du Nord, habitants de la province du Nord, que nous devrions comprendre ça comme ça. Et des fois, il faut que je le dise, des fois lorsque nous nous retrouvons dans nos villes, nous pensons que la situation va mieux, mais essayez de voir ce que les gens vivent aujourd'hui dans la ville de Béni. Faut-il dire que la paix est là? C'est à tout moment que tout peut arriver. Vous voyez ce que les gens vivent à Butembo, où le prétendu ADF circule librement, ils viennent prendre des prisonniers la journée, ils rentrent la journée, personne ne réagit. Et de lendemain, ils disent, bon, nous venons vérifier si réellement les casques bleus ont déjà quitté leur campement. Ils viennent la journée avec les armes, et puis ils rentrent la journée avec les armes. Personne ne peut réagir, personne ne peut manifester comme autorité. Et devant des situations de ce genre, faut-il continuer à croire que nous avons vraiment une autorité forte? Nous devrions plutôt aller à deuil et considérer que, comme on le dit à langue, Tonakofa. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Laissez-nous votre point de vue en commentaire. Laissez également un j'aime. Partagez la vidéo. Surtout, abonnez-vous à Afro Info 243 en cliquant sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. À très bientôt.